La deuxième partie de notre matinée sera consacrée justement à la dématérialisation avec Élodie Sevin et Olivier Carpentier, qui est là. Oui, il est là. Très bien. Et c'est Lisa Ferrer, bibliothécaire à Biblio-Gironde, qui va modérer cette table ronde. Merci beaucoup. Je vous laisse vous rasseoir. Jusqu'à midi. Ensuite, on parlera de la distribution. Justement avec Éric Marbeau, responsable diffusion numérique chez Madrigal. Cécile Bory qui a pris la parole, qui est directrice de la librairie Georges, donc libraire, diffuseur. Et on abordera les aspects juridiques avec notre modérateur Cédric Favre. C'est aussi une demande des professionnels que les aspects juridiques soient abordés. Donc nous accueillons Élodie et Olivier qui sont dans les problèmes de projection. Voilà, tout va bien. Prenez des bouteilles d'eau et des verres maintenant parce qu'on n'ose plus après une fois qu'on a commencé à parler. Bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Lisa Ferrer, animatrice multimédia à Biblio.Gironde, ex-bibliothèque départementale de Pré de la Gironde. On va donc attaquer cette table ronde sur la dématérialisation. Je vais vous laisser vous présenter, vous ferez ça bien mieux que moi. Bonjour, bonjour à tous. Merci de l'invitation aujourd'hui. Je suis Olivier Carpentier, le fondateur de la plateforme de téléchargement de livres audio Boucle d'oreille, qui essaye d'être non pas une plateforme de téléchargement, mais une vraie librairie, même si elle est dématérialisée. Bonjour, je suis Élodie Sevin, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lille. Et donc on a collaboré avec Olivier sur un projet de recherche et d'expérimentation qu'on va vous présenter en duo. À deux voix. Voilà, donc on va parler donc, principalement de BiblioStream, qui est un player et un projet de service aux bibliothèques et donc de prêt de livres audio à destination des bibliothèques. Donc on va commencer par présenter rapidement le projet en lui-même et puis ensuite on parlera un peu des enjeux de la dématérialisation, notamment pour l'expérience utilisateur et l'étude qu'a amené le laboratoire Jericho. Et ensuite, on parlera du service BiblioStream lui-même de façon un peu plus concrète et notamment des modalités de ce service pour les bibliothèques. Alors, petite introduction pour arriver à BiblioStream. Donc, bien sûr, au départ, il y a cette librairie Boucle d'oreille qui essaye de dédramatiser le livre audio dématérialisé. On n'est pas des pourfendeurs de supports physiques. Moi-même, je suis très attaché au CD. J'ai découvert le livre audio avec la cassette, en bibliothèque. Il y a un vrai attachement au support physique. Et je pense que c'est important de patrimonialiser en gardant un support physique, etc. Mais n'empêche que l'enjeu étant d'ouvrir les publics du livre audio, c'est pas possible d'amener aux quatre coins des rues des livres audio. En tout cas, lorsque j'ai créé Boucle d'oreille, il y avait vraiment cette idée de mettre en valeur le fond, mettre en valeur la démarche des éditeurs, la richesse des initiatives en matière de livre audio et l'évidence, c'était celle du catalogue dématérialisé. Donc, la librairie Boucle d'oreille a été lancée fin 2013. Maintenant, ça fait quelques années. On a quelques 26 000, 27 000 clients qui viennent sur Boucle d'oreille télécharger les livres audio. Voilà. Et en fait, on apprend avec eux, on apprend de leur retour, on essaie toujours de simplifier les choses et on a créé une plateforme qui est assez simple, avec par exemple la possibilité de faire son achat de livres audio en une seule page. Voilà.
Dans la réflexion autour de la prescription, autour de la qualification des livres audio, le soin qu'on met sur les notices, etc., très vite, on a été contacté par les bibliothécaires qui étaient des visiteurs de notre site et qui aimaient cette démarche un peu made in France, un peu passionnés du livre audio, et qui nous ont demandé « Est-ce que vous auriez des offres pour nous bibliothécaires, de façon à ce qu'on puisse prêter les livres audio dématérialisés à travers nos portails de bibliothèques pour nos usagers qui sont hors les murs ». Et donc, plein de problèmes se sont posés. Voilà, c'était un enjeu de réflexion extrêmement stimulant. Et on s'est dit qu'on allait faire une expérimentation. On avait travaillé avec le laboratoire Jéricho, représenté ici par Elodie, sur un précédent projet innovant, soi-disant innovant, qui était donc un livre audio interactif géolocalisé. Et la relation avec le laboratoire était très intéressante. On s'est dit, on va essayer de collaborer à nouveau pour regarder ce que pourrait donner le prêt dématérialisé de livres audio en bibliothèque. Donc, nous, en fait, on a simplement créé un player de test. On a imaginé un nom BiblioStream, mais sans savoir ce qu'il y aurait derrière. On s'est arrêté vraiment à quelque chose de très simple, une première version, un player de test avec un outil de lecture dans un navigateur web. Et on l'a donné au laboratoire Jéricho pour qu'il puisse finalement profiter du prétexte de ce player de test pour aller à la rencontre des bibliothécaires, des usagers, et voilà. Oui, alors moi, dans la répartition aussi de la parole, je vais essayer un petit peu de vous présenter ce que nous, on a fait. Donc au niveau du laboratoire Jéricho. Donc pour vous expliquer qu'en effet c'est un projet de recherche qui a été financé par les Hauts-de-France, qui nous lie, donc qui lie un laboratoire de recherche publique d'une université, donc des chercheurs, un ensemble de chercheurs en sciences sociales et une entreprise. Nous, en fait, ce qu'on a voulu, comme le disait Olivier, c'était un prétexte pour aussi aller plus loin sur une étude sur les livres audio. Alors, juste avant d'entrer dans le cœur de l'enquête, de vous présenter ce qu'on a fait et quelques résultats, il me semble important quand même que vous compreniez d'où je parle. Et je vais vous présenter rapidement le cadrage de la recherche dans différentes dimensions. Donc, moi, je suis que le porte-parole. On était une équipe de plusieurs chercheurs. J'ai remis le nom de mes collègues ici sur la première slide. On n'est pas des consultants, donc c'est aussi comme ça qu'il faut entendre ma voix. C'est-à-dire que nous, on adopte une lecture compréhensive et critique, si vous voulez, et aussi pragmatique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment les gens font avec, d'accord ? Donc, comment les usagers vont faire avec les outils, les dispositifs sociotechniques que vous mettez en place, peut-être probablement dans vos bibliothèques. Donc, prendre aussi beaucoup de temps à s'entretenir avec ces usagers. On ne fait pas de questionnaire, on fait des entretiens, on les observe. Et aussi, on a une vocation à tordre les discours enchantés autour de la technique. Alors, ça me fait beaucoup sourire, mais nous critiquons beaucoup ce terme dématérialisé que j'ai entendu dans la précédente table. Je suis extrêmement gênée d'être dans un atelier dématérialisé, alors qu'hier même, j'étais dans un séminaire de recherche avec mes étudiants et je leur disais, mais surtout pas, n'utilisez jamais le mot dématérialisé. Parce que vous avez bien entendu à la table précédente, on parlait de smartphone, d'ordinateur, de casque. Il n'y a rien de plus matériel que les supports. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est un terme, il faut vous poser la question de l'usage de ce terme, même en tant que professionnel, parce qu'en fait, quand on rencontre les usagers, pour eux, il n'y a rien de plus matériel. Et tous les problèmes que pose ce que vous appelez dématérialisation, c'est des problèmes matériels. C'est pas adapté à mon ordinateur, mon casque, ça va pas pour le son. Enfin, voilà. Donc, on essaie aussi de tordre, en fait, des discours enchantés, largement relayés aussi par les médias. Une technologie
technologie qui révolutionne, qui transforme, qui est extraordinaire, donc largement traversée dans les espaces publics, donc qu'on accepte, qu'on relaie. Donc voilà, je voulais aussi quand même que vous compreniez d'où je vais parler aussi, parce que nous, on critique et au contraire, nous, on parle de rematérialisation. C'est-à-dire que c'est simplement, bah oui, il n'y a plus de CD, mais il y a un autre matériel, il y a un autre équipement, d'accord ? Et c'est ça qu'il faut finalement vraiment étudier. Et en fait, c'est pour ça que nous, on s'intéresse comment les gens font avec, d'accord ? Donc, il y a ça qui me semble important. Et il y a aussi quelque chose qui est important, qui était présent aussi peut-être un peu dans les échanges, dans la table ronde précédente, c'est cette question d'articulation aussi entre des pratiques qui seraient liées à des dispositifs sociotechniques et des pratiques que vous qualifiez souvent de plus traditionnelles. Alors, c'est ce qu'on trouve dans les travaux, les études sur livre papier, livre numérique, c'est-à-dire on oppose, alors que les usagers, en réalité, ne font que composer et articuler. Et il n'y aura jamais du tout numérique, il n'y aura jamais du tout papier. Enfin, il y a une espèce de bricolage, de braconnage, diraient certains sociologues, de la part des usagers, d'aller un petit peu là, puis quand je suis dans ma voiture, oui, peut-être je vais écouter comme ça, puis quand je suis chez moi, j'écoute autrement, quand je suis seule, Donc, il ne faut pas, si vous voulez, aussi vraiment, opposer des pratiques. Il faut accepter que les gens articulent, que les gens bricolent pour bien penser les dispositifs sociotechniques et surtout, pour certaines professions là ici présentes aussi, faire une bonne médiation. On peut changer la slide. Alors, on a fait dans la proposition d'Olivier, ce qui nous a intéressé, vous pouvez même passer à la suivante. Ce qui nous a intéressé, c'est d'articuler des tests d'usage et des tests de compréhension de contexte professionnel, institutionnel, dans lequel le service proposé par Boucle d'Oreille a vocation à s'inscrire. C'est-à-dire que nous, on est aussi dans cette idée que Olivier, qui veut proposer un service, c'est bien d'aller voir les usagers, qui sont ciblés par ce service et qui vont être directement concernés par cette écoute en streaming, sur le modèle aussi de la musique, Deezer, Spotify, etc., avec un lien à la bibliothèque, bien sûr, mais aussi de comprendre le contexte professionnel, organisationnel, donc des transformations plus larges que suscitent les services, l'apparition des services numériques aussi, notamment dans les bibliothèques. Donc on a considéré le player d'Olivier comme un dispositif sociotechnique composite, donc au sens de Lemarec et Babou, deux auteurs en Infocom, qui disent bien qu'on associe des pratiques, des objets, des représentations sociales. Donc le player d'Olivier, c'est tout ça, c'est des pratiques, un objet technique, des représentations sociales, dans un environnement institutionnel fortement symbolique. Donc nous avons articulé une enquête qualitative, ce qui peut changer aussi parfois des enquêtes que vous pouvez parcourir, qui sont très souvent le fait parfois de questionnaires. Donc nous, on a fait une enquête sur les pratiques d'écoute et d'usage du player, donc en utilisant un dispositif qu'on appelle d'auto-ethnographie, c'est-à-dire qu'en fait, on a été en partenariat avec Olivier, avec 3 bibliothèques, l'EBM de Grenoble, de Lille et des Champs Libres à Rennes. On leur a demandé en fait de repérer des usagers qui étaient assez présents dans leur rayon livre audio, et on a demandé à ces usagers en fait d'utiliser le player pendant quelques mois, d'écouter et de tenir un carnet où ils pouvaient noter quand ils écoutaient, avec qui, sur quoi, en fait, en gros, ce que nous on appelle leur expérience d'écoute, d'accord ? Donc de nous rapporter. Et ensuite, on a fait des entretiens individuels avec chacun de ces usagers. Et puis, on a complété aussi notre enquête. Alors, à la fois parce que le prototype du player, au départ, il était d'un point de vue formel assez simple. Il n'y avait pas beaucoup de titres. Et puis, il y avait peu de travaux sur les travaux du livre audio. Donc, on avait repéré le mémoire de Julie Gatineau, qui a intervenu précédemment, qui a animé la table précédente. Il y a un travail danois tout récent qui est extrêmement intéressant, qui a été publié en 2016, mais il y a peu de travaux, même nous, du côté des chercheurs, sur les livres audio. Et donc, on a déporté aussi notre enquête sur, plus largement, qu'est-ce que c'est que en 2016, c'était l'année du terrain, écouter un livre audio et aussi à étudier à partir d'entretiens avec les bibliothécaires, d'observations dans les bibliothèques, d'une veille plus générale sur les livres audio, là où le player allait s'installer. Donc c'est ce qu'on appelle les déjà là.
Donc, vous voyez, je vous ai mis une analyse de l'environnement sémio-pragmatique du player, des observations, une veille et des entretiens avec les médiathécaires. Les entretiens avec les médiathécaires, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de considérer les médiathécaires, bien sûr, comme des gens qui sont mis au travail, au sens de la sociologie des organisations, et de montrer aussi les transformations de leur métier et combien les services numériques transformaient leur métier. Alors, on a eu tout un ensemble de résultats. Je vous inviterai à aller consulter le rapport qui sera disponible sur le site web de notre laboratoire, parce que je n'aurai pas du tout la possibilité de vous présenter la centaine de pages de résultats. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un ensemble de résultats qui concernent bien sûr le player lui-même. Je peux vous en dire quelques mots puisqu'on est dans une table sur la dématérialisation. Un ensemble de résultats autour de ce qu'on a appelé donc l'expression d'écoute de la littérature, qui renvoie à l'expérience d'écoute du livre audio, dans un environnement social qui attache encore l'accès au texte très fortement, et ça a été dit dans la table précédente, au support papier. C'est-à-dire qu'on attache le texte à la lecture du support papier et on ne considère pas qu'écouter un livre, c'est une expérience en soi et que c'est une autre expérience. C'est pas du tout la même chose. Et nos usagers, en fait, ont beaucoup parlé de ça. Un ensemble de résultats qui discutent le fait que le livre audio a une place qui reste encore marginale dans les bibliothèques, qui se traduit par des problèmes parfois de budget d'acquisition, qui a peu de place dans la médiathèque, là au sens de la topographie aussi du lieu, l'absence de formation des bibliothécaires à la spécificité du support, et ce qu'on a remarqué aussi, et c'est ce qu'on a nommé, et ce qu'on a travaillé autour de la prescription, pour nous, c'est un format qui en bibliothèque reste très prescrit et peu médié. C'est cette différence qu'on fait, nous, en Infocom, entre prescription et médiation. Et de fait, le format livre audio, il est souvent très prescrit à des publics empêchés de lire et il n'est pas considéré comme une expérience, en fait, d'écoute de la littérature réelle. Et donc, souvent, il n'y a pas de médiation autour du livre audio autre qu'une prescription à des publics empêchés. Et d'ailleurs, dans les bibliothèques dans lesquelles on a travaillé, tout de suite, quand on se présentait au directeur, il nous disait allez voir mon collègue qui travaille avec les publics malvoyants, allez voir machin qui travaille avec tel public qui a des problèmes. On était toujours pris aussi dans ces questions de prescription et peu de médiation. Ça commence à changer. Ça, vous devez bien sûr aussi... on est pris aussi dans le jeu de la transformation rapide. Et puis, donc, on a tout un ensemble de résultats que je n'aborderai pas là du tout, mais qui peut vous intéresser. Vous pourrez consulter le rapport sur la transformation des métiers de bibliothécaires à partir de l'apparition donc, des services numériques. Donc, la question des tensions, des problèmes de management liés à ces services. Vous pouvez peut-être passer à la slide 5 directement, si possible. Voilà. Alors, bien là, vous avez la version 1 du player. Alors, peut-être qu'il y a des changements dans les propositions d'Olivier suite à notre enquête. La version 1 du player, alors ce qui a été testé par les usagers, donc c'est ça, c'est un player qui propose une liste de livres. Donc, les usagers peuvent cliquer donc, sur la pochette et donc peuvent écouter en ligne à condition qu'ils aient une connexion et stopper leur lecture, mettre des marque-pages, revenir à tout moment sur un livre qu'ils ont lu. Et donc, nous, on a testé avec ces usagers le player, avec la méthodologie que je vous ai présentée. Alors, quelques résultats rapides. Vous pouvez passer à la salle suivante. Déjà, on a bien envisagé le fait que Boucle d'Oreille voulait que son service soit accessible à tous. Donc, et ça, on a pu le vérifier aussi bien avec les audiolecteurs malvoyants avec lesquels on s'est entretenu. C'était vraiment, ça nous semblait être un outil qui était accessible. Et par rapport aux outils aussi qu'ils utilisaient.
Après, nous avons ensuite observé, et là c'était vraiment intéressant, les logiques d'exploration de la part des usagers testeurs qui étaient contraints dans le player à la liste. Et là, c'était intéressant d'observer que la liste en fait non hiérarchisée, les titres apparaissaient comme ça, sans thématique, sans un ordre voilà, précis, réfléchi, imposait aussi aux usagers d'aborder la liste à partir de leur propre grille de lecture. Et souvent, c'est ce qu'on fait sur Internet. Voilà, on peut aussi avoir une grille de lecture parfois personnelle. Donc, par exemple, il y a des usagers qui nous disaient moi, je suis journaliste, alors j'ai choisi la journée d'un journaliste américain de Jules Verne. Enfin, voilà, bref, extra. Il y a vraiment des façons, si vous voulez, de naviguer dans cette liste qui sont différentes et qui sont propres voilà, aux individus à partir d'une grille personnelle. Il y a aussi, donc, et là, ça, c'est des choses qui sont beaucoup travaillées sur les sites Internet et qui doivent l'être de notre point de vue sur BiblioStream, c'est l'importance que les gens accordent aussi à ce qu'on appelle les indices paratextuels. Donc tout ce qui concerne le visuel sur la couverture, c'est des choses qu'on connaît bien aussi déjà sur le livre, le titre, le nom de l'auteur, voire dans certains cas la durée de l'écoute qui est indiquée, donc sur lequel s'appuient les usagers. Donc voilà, ça, ils se laissent en fait, les usagers se laissent guider par des éléments de la liste et sont dans une dynamique aussi souvent d'économie cognitive. Voilà, on essaie de réfléchir assez rapidement. Donc on était sur un player quand même qui avait peu d'indices, c'était assez pauvre. Donc voilà, il faut aussi... le player a du coup évolué depuis, vous nous le présenterez après... Oui, voilà. Ouais, on aura quelques captures d'écran du player tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on a aussi travaillé la question du streaming et la question, donc, les usagers, souvent, ils comparaient le dispositif qu'on leur présentait à leur pratique déjà effective autour du livre audio. Et donc, la plupart des usagers nous disaient, voilà, moi, quand j'emprunte un livre audio en bibliothèque, en général, je me constitue une petite bibliothèque personnelle, je télécharge tous les fichiers, je fais un fichier Excel, je sais où j'en suis. Donc, il y a la question de la trace, de la mémoire. Donc, en fait, il renvoyait toujours, mais avec ce lecteur-là, je peux pas, avec ce player, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Donc ça a été aussi des occasions d'échange avec Olivier pour penser en effet des façons d'appréhender le player. Et les usagers donc comparent systématiquement avec leur emprunt de livres audio sur CD en bibliothèque. Et ils nous ont aussi beaucoup parlé des freins liés justement au matériel. Oui, mais moi j'écoute avec un petit MP3, moi j'écoute uniquement en mobilité, j'écoute uniquement dans cette pièce-là, et donc je peux pas être devant mon ordi tout le temps parce qu'il faut une connexion Internet, j'ai pas de smartphone. Donc on voit aussi que dans ces dispositifs sociotechniques qui vont être proposés par les médiathèques, il y a ceux qui n'adhèrent pas parce que ça correspond pas à leur matériel personnel et à leur rituel, à leur habitude. Et autour du livre audio, on l'a dit précédemment, il y avait l'écoute en voiture, il y a du rituel, il y a du matériel, il y a de l'habitude. Donc voilà. Mais donc l'idée, c'est vraiment de penser ce player aussi comme pas forcément un moyen du tout de se substituer aux pratiques existantes, mais il faut le penser en articulation avec elles et essayer autant que possible de s'adapter au matériel des gens. Donc ça, c'est important. Ce qu'on a repéré aussi, bien sûr, je pourrais terminer là-dessus, puis on peut faire aussi, je peux après reprendre la parole sur d'autres éléments ou dans les questions. On a aussi, bien sûr, constaté, si vous voulez, que
culture informatique des auditeurs joue un rôle important dans leur capacité à s'approprier ce player. On a eu des abandons, on a eu des difficultés à surmonter, des bugs, voilà. Alors qu'au contraire, eh bien, certains vont trouver le streaming plus pratique, par exemple, que le téléchargement de fichiers qui est parfois proposé dans certaines bibliothèques, notamment comme on a travaillé avec Grenoble, on a beaucoup échangé là-dessus avec eux. Et eux, justement, ils trouvaient que le streaming, c'était beaucoup mieux parce que le téléchargement de fichiers qui était verrouillé, c'était compliqué, les gens n'y arrivaient pas. Donc voilà. Bon, on peut faire peut-être une petite prise de parole, puis je pourrais revenir sur d'autres éléments. Du coup, ce qu'on retient, en fait, c'est que finalement, le livre audio numérique, il vient en complément, et c'est bien comme ça que vous l'aviez pensé, des collections existantes. Maintenant, on va peut-être passer à une présentation plus concrète du player et du coup de son catalogue, de ses modèles économiques aussi pour les bibliothécaires présents dans la salle, et pour les autres d'ailleurs. Le micro, 2 secondes. Juste un petit mot pour dire que le player, on parle beaucoup du player. Pour ce qui était du projet de recherche, c'était un point de départ, un prétexte pour aller regarder justement tous ces enjeux de travail, de prescription, médiation, etc. Et dans la création du vrai service BiblioStream, c'est l'inverse, le player arrive tout à la fin. C'est-à-dire que c'est la dernière carte du château. Et pourquoi c'était un stress d'avoir un vrai player alors qu'aujourd'hui on a Spotify et Deezer, on appuie sur play et ça sort? Tout simplement parce qu'on a des enjeux dans la lecture d'un livre audio qui sont complètement différents de ceux d'un fichier musical. D'abord, il y a l'enjeu de la nature d'un livre audio. C'est très très long, c'est beaucoup de fichiers. Donc voilà, c'est pas une playlist avec plusieurs chansons d'un album, c'est chaque histoire, c'est plusieurs chapitres, plusieurs fragments qui sont découpés d'ailleurs selon parfois un découpage technique et non pas un découpage logique. C'est-à-dire, vous avez la personne qui a réalisé le CD pour l'éditeur audio, qui a pensé son découpage en fonction de ce que permet un CD, et non pas en fonction des chapitres qui ont été pensés par l'auteur. Donc il y a tous ces problèmes-là de playlist. La playlist musicale, vous pouvez la jouer en shuffle, ça ne sert à rien pour un livre audio. Il faut respecter absolument la question de la linéarité du texte. Ensuite, vous avez la question de l'écoute fragmentée. Un livre audio, ce n'est pas possible de le digérer tout de suite. Et donc, il faut mémoriser les positions de lecture. Il faut aussi imaginer que les gens vont prendre des notes. Moi, par exemple, j'écoute énormément de livres audio de non-fiction. Ça peut être de la psychologie, du management, n'importe quoi. Et je prends des notes tout le temps. Et j'ai besoin que ces notes soient accrochées à des moments de la lecture. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est des spécificités liées à la nature du livre audio. Il y a ensuite les contraintes, toutes ces contingences juridico-techniques. On doit protéger les données des ayants droit. Pas question qu'en écoutant avec un player de streaming, quelqu'un d'un peu habile avec son navigateur Internet puisse récupérer les fichiers. On a ensuite des contraintes liées à un engagement en faveur des technologies non propriétaires. Il faut que, on ne peut pas demander aux gens de télécharger le plugin Flash. On ne peut pas les emmener uniquement vers Chrome parce que c'est un navigateur qui marche plus vite. Voilà. Et donc voilà pourquoi le player était notre point de départ. Cette proposition du player, bien imparfaite certes, était notre point de départ, mais ensuite on va voir que finalement avec la conception du nouveau service BiblioStream, eh bien, on aboutit également à un player assez performant, je l'espère. Donc voilà, donc j'ai pas la main sur les slides, donc je vais vous demander... donc il y a quelques slides qui expliquent justement d'abord boucle d'oreille très rapidement. Aujourd'hui, voilà, notre audio-librairie, on a un certain nombre de livres audio, on touche en premier, notre public, ce sont les seniors connectés. Justement grâce à ce travail sur la dédramatisation, à la simplification, on a une clientèle assez fidèle de gens qui ont 55, 60, 65, 70 ans. Voilà, les grands lecteurs, des gens qui sont vraiment amoureux des livres et qui restent en contact avec l'univers de leurs livres grâce aux livres audio dans leurs déplacements, en mobilité, etc. Et ce nouveau segment qui commence tout doucement, des jeunes lecteurs, des jeunes young adultes, voilà, et on aurait pu dire également les parents. Voilà, on va continuer. Alors, la mission de Boucle d'Oreille en tant qu'entreprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'on valorise le travail des éditeurs de livres audio. On n'est rien sans eux et on essaye de garder un lien avec l'univers du livre.
il y a deux façons d'amener le livre audio, je l'explique souvent, deux façons d'amener le livre audio dans l'univers du web et des usages web. Finalement, rapprocher le livre audio de l'entertainment radio, voilà, en dédramatisant, en enlevant tout ce côté, cette lourdeur de la librairie. Et il y a l'autre façon, donc ça c'était la stratégie un peu Netflix, on va dire. Et l'autre façon, c'est justement au contraire de réaffirmer les spécificités de l'univers du livre, l'exception culturelle, le prix unique du livre, le fait qu'on est en liaison avec les professionnels du livre, etc. Voilà, donc nous, on fait ce travail en rappelant sans cesse le rôle des éditeurs. On va qualifier, donc numériser, indexer, stocker, sécuriser dans notre moteur boucle d'oreille. Ensuite, ça part soit sur notre plateforme de téléchargement, soit via des web services vers, pourquoi pas, des tiers autres libraires, soit vers les bibliothèques. On aboutit bien sûr à chaque fois au lecteur. On va passer cette slide-là qui explique simplement voilà, les besoins des bibliothécaires. Ça sera, je pense, ça mériterait plus de temps et je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus. Mais ce qui est vraiment important, c'est de dire que le prêt numérique de livre audio, il y a des partis pris techniques assez forts qui ont été posés et l'abandon de la solution du téléchargement est un parti pris fort. La manipulation des fichiers d'un livre audio, c'est notre métier quotidien chez Boucle d'Oreille. On reçoit les appels ou des mails de SAV de gens qui ont acheté un téléchargement sur Boucle d'Oreille et parfois ont beaucoup de mal à se débrouiller avec, malgré tous les tutoriels, etc. C'est compliqué, il faut aller dans son répertoire, il faut... voilà. Donc, pour ce qui était du prêt, lorsqu'on est obligé quand même de restreindre la liberté de l'utilisateur, parce que sinon on aboutirait à finalement un livrable qui serait identique à celui d'un achat, donc c'est pas possible, c'est pas entendable du côté des producteurs de contenu, il faut absolument que le prêt soit limité dans le temps. Si le prêt est limité dans le temps, ça voudrait dire qu'on devrait télécharger des livres audio qui seraient porteurs d'une chronodégradabilité, d'un fichier mouchard, et de quelque chose qui permettrait finalement, lorsque la date de fin de prêt arrive, de rendre le fichier illisible. Et ça pose plein de problèmes. Donc c'est toutes les histoires de DRM, etc. Pour évacuer complètement cette question-là, après beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions, beaucoup d'R&D, finalement, on arrête de cette piste du téléchargement. On simplifie avec cette histoire du streaming. Donc le streaming, c'est une façon sécurisée de lire des livres audio vers des terminaux numériques en tant que flux et non pas en tant que stock. Bien sûr, nous, on doit faire le travail de sécuriser ce flux. On a la possibilité, pour répondre à la demande des bibliothèques, de permettre l'écoute hors ligne, de mettre en mémoire tampon les livres audio, chapitre par chapitre. Donc ça ne peut pas se passer dans un navigateur web, puisque la technologie, malheureusement, n'est pas uniforme sur les navigateurs web, mais sur les applications mobiles, on peut mettre en cache un chapitre de livre audio pour pouvoir l'écouter hors connexion. On a ces fonctions d'aide à la lecture qui sont compatibles. Donc, je parlais tout à l'heure des marque-pages et des prises de notes, et donc la position de lecture. Voilà, on va... Si on peut juste recentrer, du coup, donc BiblioStream, le service proposé aux bibliothèques, ça va être d'acheter via boucle d'oreille des livres audio qui seront proposés en prêt. Je viens juste après. En fait, boucle d'oreille et BiblioStream, ça va être assez dissocié. C'est l'équipe de boucle d'oreille, certes, mais nous, on a vraiment l'intention de dissocier les marques, entre guillemets, pour que l'usager final n'ait pas une référence à boucle d'oreille. Notre relation, elle est entre boucle d'oreille et le bibliothécaire, et BiblioStream est l'outil du bibliothécaire. Voilà, donc le projet, c'est d'avoir un service opéré par boucle d'oreille, donc par l'équipe de boucle d'oreille, indépendamment de tout système de type PNB, d'Illicom, pour commencer, voilà, pour pouvoir finalement amorcer quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à mettre autour de la table, c'est très compliqué. Donc il y a une étape 1 qui est de fournir un service complètement autonome de prêt de livres audio dématérialisés, avec un player intégré,
donc c'est ce fameux player qui dérive de celui qui a été... Pardon, j'ai dit player intégré. Le player intégré, c'est celui qui est dans ce mini portail tel que vous l'avez testé. Le player en accès direct, c'est tout simplement l'application BiblioStream qui pourra être habillée aux couleurs de la bibliothèque. Et ensuite, l'application web. Voilà. L'étape 2, c'est de se connecter au portail des bibliothèques pour que la lecture puisse se lancer directement depuis un portail des bibliothèques. Donc, on va d'un outil complètement autonome à un outil qui se fond dans les services préexistants de la bibliothèque. Et ensuite, il y a, pourquoi pas, si on y arrive, eh bien, l'interconnexion avec des tiers de confiance de l'écosystème du livre numérique, comme Dilicom et le PNB. Voilà. Alors, ce schéma est assez complexe, simplement pour vous expliquer qu'il y a deux façons, quand on est bibliothécaire, de se connecter à BiblioStream. Soit on utilise les interfaces créées par BiblioStream, interface web donc autonome, soit eh bien, on va développer son propre player en utilisant les web services. Voilà, on va passer sur ça, c'était pour aller très vite. Donc la page d'accueil de BiblioStream, telle qu'elle est aujourd'hui, qui vous permet de créer un compte de bibliothécaire. Donc c'est un premier niveau d'entrée en relation avec BiblioStream. C'est ce qui existe aujourd'hui, ce qui est en ligne pour BiblioStream. C'est finalement la prise de contact. En gros, on explique les bases du service. Ce service n'est pas encore actif, mais on est dans une étape où les bibliothécaires vont pouvoir consulter l'offre qui a déjà été réunie pour amorcer. Voilà, on va passer à la suivante. Oui, on va aller un petit peu vite. Ok. Pour expliquer, il y a des bibliothèques qui peuvent donc se connecter au service BiblioStream pour elles-mêmes ou en tant que bibliothèque tête de réseau. C'est le cas des BDP par exemple. Voilà, avec des fonctions qui sont réservées à chaque échelon de bibliothèque. On passe pour aller encore un peu plus vite. Un exemple, une copie d'écran de l'intérieur de l'outil d'administration bibliothécaire de BiblioStream, où on voit toutes ces fonctions donc pour faire ses commandes de livres audio, pour gérer son catalogue, pour gérer ses usagers. Voilà, c'est vraiment l'idée d'un outil complètement autonome qui va vous permettre de faire, en tant que bibliothécaire, la liaison entre un catalogue qui a été qualifié pour le prêt dématérialisé, catalogue de livres audio, et vos usagers et leurs outils de lecture. Voilà. Un exemple, l'écran qui permet de constituer ces commandes de livres audio. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est quel est le contenu présent sur BiblioStream et quelles sont les modalités économiques d'accès à ce contenu. En fait, certains éditeurs ont accordé leur confiance à Boucle d'Oreille pour être les premiers dans ce système BiblioStream. Donc, on a plusieurs façons pour l'éditeur de qualifier son offre, mais c'est bien lui qui définit son prix et ses conditions. On peut dire qu'il y a des paramètres de prêt proposés par l'éditeur qui sont les suivants. D'abord, le nombre de prêts. Est-ce que c'est un nombre fini ou est-ce que c'est un nombre infini? La durée d'un prêt en jours. La durée pendant laquelle le droit de prêt est valable. Et la simultanéité des prêts. C'est très similaire à PNB. Tout à fait. On a vraiment beaucoup réfléchi à ces questions-là. On s'est rendu compte que les logiques de bouquet n'étaient pas les bonnes. Et l'étude en fait, qui a été menée notamment à Lille a montré que les bibliothécaires voulaient absolument rester maîtres de leur choix, de leur sélection, pour pouvoir faire leur prescription, et n'avaient pas envie d'abandonner leur souveraineté de bibliothécaire à un silo dans lequel les contenus seraient réunis. Donc il y a vraiment un choix du bibliothécaire, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr des histoires de prix, mais lorsque vous allez créer votre compte bibliothécaire, faire vos simulations de budget, vous verrez un peu comment ça peut se passer. Voilà. On poursuit. Voilà un exemple
Tout à l'heure, c'était amusant parce que le fond d'écran que vous aviez au début de la table ronde précédente, c'était justement ce titre, En attendant mon jungle. Voilà l'exemple de qualification d'offre de prêt dématérialisé pour ce titre. Alors, j'ai pris l'exemple d'une tarification pour les bibliothèques du Québec. Tout simplement pour ne pas dévoiler le niveau de prix qui sera proposé par l'éditeur, parce que ça nécessite vraiment d'abord de s'inscrire sur le service pour les regarder de plus près. Mais voilà un peu, vous retrouvez ce que je vous ai dit. Donc le prix d'un droit de prêt, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a combien de prêts? Ça veut dire qu'on peut prêter 15 fois ce livre audio, avec une simultanéité de 5, une durée maximale de prêt de 59 jours, qu'on peut exploiter pendant 10 ans. Voilà. Effectivement, on retrouve une simultanéité, je ne trouve plus mes mots, mais bref, une ressemblance avec le système PNB. Voilà. D'autres éditeurs vont choisir, par exemple, de proposer un droit de prêt sous forme de multiple du prix public, avec une simultanéité qui est égale à 1. On ne peut prêter qu'une seule fois le livre audio, et ensuite, donc, voilà, c'est un prêt à la fois. Par contre, il n'y a pas de limite de nombre de prêts. Voilà. On change de slide. J'arrive effectivement à la fin, le fameux player. Donc, ce player, c'est toujours cette histoire de playlist avec l'affiche du livre, donc la mini notice et l'interface de lecture, qui sera interfaçable dans les navigateurs web et donc, qui existe déjà dans les navigateurs web et qui sera interfacé dans des applications mobiles. Voilà. J'insiste sur un petit point, le logo de la bibliothèque ici en haut, vous avez vu, c'est pas marqué BiblioStream, c'est vraiment l'outil de la bibliothèque. Voilà. Et donc il y a un paramétrage qui pourra être fait par la bibliothèque sur bien sûr son logo et son identité couleur dans une certaine limite, puisqu'on doit respecter des contraintes de contraste. Voilà. Juste avant de passer aux questions de la salle, une dernière question sur le service BiblioStream. Pour l'instant, quelle est l'offre? Alors, pour l'instant, on a l'offre d'une petite dizaine d'éditeurs. Et on est dans cette phase de démarrage où les uns et les autres s'attendent. Les bibliothécaires attendent les éditeurs attendent les bibliothécaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même maintenant, pour démarrer, près de 500 titres. Et on a la chance d'avoir les éditions Gallimard qui sont dans l'aventure depuis le tout début, puisqu'ils avaient accepté de prêter gracieusement un certain nombre de titres pour toute la phase d'expérimentation. Il y a un certain nombre d'accords de principe, notamment de Sonobook, qui sont très précieux à nos yeux, parce que c'est justement un catalogue qui permet d'aller voir dans d'autres directions. Et en fait, les bibliothécaires qui vont créer un compte sur le service BiblioStream vont voir arriver ces catalogues dans les semaines à venir. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On est loin de l'usage des malvoyants. C'est-à-dire, dans quel sens? Le malvoyant ne va pas forcément avoir accès par Internet aussi. Si, enfin nous, c'est qu'on plus a. facile. Ouais, enfin nous, on a vraiment dans notre panel d'usagers. Donc, on a travaillé alors notamment avec la bibliothèque municipale de Lille, qui accompagne des jeunes malvoyants dans un service qui s'appelle le CC Web. Voilà, on a pu tester le player auprès donc de malvoyants qui utilisent assez bien, alors avec la synthèse vocale. Enfin voilà, ils sont vraiment bien équipés quand même. Et à Grenoble aussi, là on a fait des entretiens avec des usagers malvoyants plus âgés, parce que nous on ne croit pas forcément non plus dans nos manières d'approcher les techniques à cette question de la fracture aussi générationnelle, plus âgés malvoyants et qui avaient des smartphones et qui étaient tout à fait capables et qui ont testé d'ailleurs le player et justement ça leur semblait bien. Après, c'est vrai que pour les contrastes aussi, c'est ce que tu évoquais aussi, tu peux peut-être rebondir aussi, les choix des couleurs, la possibilité, il y a
vous aviez mis dès le départ la possibilité de mettre en grand caractère. Enfin, il y a des possibilités dans BiblioStream aussi pour les personnes. En quelques mots, il y a les publics à prendre en compte. Donc, bien sûr, le handicap visuel, les malvoyants, pour qui il faut agrandir les caractères ou gérer des contrastes de couleurs très francs, les daltoniens, les non-voyants, qui vont naviguer en parcourant un arbre sémantique. Donc c'est très compliqué pour eux. Il faut imaginer qu'on enlève complètement la peau du logiciel, on ne laisse que le squelette, et c'est la synthèse vocale embarquée dans le terminal de l'utilisateur qui va parcourir en lisant très très vite les choix possibles. Voilà. Vous avez également la problématique du handicap cognitif. Oui, la dyslexie. Donc voilà, sur l'interface Player BiblioStream, on peut changer complètement la peau du player pour afficher le mode contraste, simplement en 2 couleurs, jaune et bleu. On peut interpoler les polices de caractères pour n'avoir que cette police dyslexia avec des empattements assez gros qui permettent aux dyslexiques d'y voir plus clair. Voilà, et on a l'augmentation des caractères, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait le conseil général du Pas-de-Calais, qui est la collectivité en France pilote et modèle en matière d'accessibilité du web. On a la chance d'avoir un consultant qui a longtemps travaillé là-bas et qui nous a forcé à aller respecter les critères du RG2A jusqu'au bout. Voilà, puisque finalement, avec l'interface BiblioStream, on va aider les bibliothécaires à remplir leurs propres obligations vis-à-vis de la loi en respectant leur G2A. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Que vous développez pour les bibliothèques, mais en fait, finalement, elle pourrait concerner toute collectivité éducative à terme, non ? Effectivement, elle est proposée pour l'instant aux bibliothécaires qui ont finalement déjà cet historique de réflexion autour des contraintes du web, etc., du prêt. On est très souvent sollicité par des bibliothèques universitaires, par des CDI de collèges-lycées qui en sont au tout début sur la question du dématérialisé, du numérique, parce qu'on va faire attention au mot numérique dématérialisé. Donc certes, ce sont des débouchés de choix, mais voilà, c'est encore trop tôt. Voilà. Et justement, il y a la question du matériel et de l'équipement. Enfin, c'est vrai que dans les collèges, dans les lycées, parce qu'on a eu aussi des enseignants qui étaient usagers, ils nous disaient qu'ils adoreraient tester le player dans leur classe en direct, mais que bon, les collégiens n'étaient par exemple pas équipés et eux, ils n'avaient pas d'argent forcément pour acheter du matériel, des casques, des tablettes. Enfin, non, on y vient, hein, on y vient bien sûr.